Si vous accompagnez des enfants, des ados ou des adultes, vous avez sûrement déjà croisé ces peurs nocturnes, ces tensions diffuses, cette fatigue qui n'a pas vraiment de nom. On parle de trauma, de TDAH, d'émotions, de comportement. Mais on parle rarement du corps lui-même, de la façon dont il respire, dont il dort, dont ses rythmes se mettent en place ou se désorganisent dès le tout début de la vie. Dans cet article, Joël Lemaire partage aujourd'hui de faire un pont entre plusieurs univers, le trauma, le développement de l'enfant, le sommeil, la neurophysiologie. Il montre comment certaines hypervigilances ne sont pas d'abord psychiques, mais physiologiques. Comment certaines inattentions ne sont pas forcément un TDAH, mais parfois le signe d'un système tonico-ventilatoire fragile et comment le trauma externe vient se mêler aux fragilités internes du corps. Au fond, c'est un appel à une alliance entre psychothérapie et physiologie, entre l'écoute du vécu et la lecture des rythmes du corps. Si ce sujet résonne pour vous, je vous invite à poursuivre l'écoute de cet audio et le titre de cet article, Trauma, physiologie et neurodéveloppement vers une lecture unifiée. Certains enfants ne grandissent pas dans la peur d'un événement, mais dans la peur de leur propre corps. Manquer d'air la nuit, lutter pour respirer le jour, tenir debout malgré un tonus fragile, vivre sans jamais connaître le relâchement. Ces micro-dangers invisibles façonnent leur vigilance, leur impulsivité, leur opposition, leur fatigue, autant de réponses que nous avons trop vite appelées troubles. Cet article raconte une autre histoire du trauma, une histoire où le corps parle autant que la mémoire. En unissant psychologie et physiologie, tonus et récit, souffle et émotion, il propose une clinique nouvelle, plus juste, plus vivante, où la sécurité ne vient pas seulement des mots, mais de la possibilité enfin retrouvée de respirer sans se défendre. Introduction. Depuis quelques années, deux univers s'opposent, parfois frontalement. D'un côté, les psychologues et psychothérapeutes du trauma, qui lisent les symptômes à travers le prisme de l'histoire affective, de l'attachement et des mémoires émotionnelles. De l'autre, les neuropsychologues et les cliniciens du neurodéveloppement qui s'appuient sur les classifications du DSM-5, l'hérédité, la génétique et les trajectoires cérébrales atypiques. Chacun voit juste, mais aucun ne voit tout. La clinique moderne souffre ainsi d'une fracture silencieuse. La psychologie cherche des traces du passé, alors que la physiologie, elle, regarde le présent. Le tonus, la respiration, la veille, le sommeil, l'équilibre, les rythmes du vivant. Les mêmes signes, agitation, évitement, dissociation, impulsivité, peur nocturne, peuvent naître d'une histoire traumatique ou d'une physiologie immature, instable, sous-régulée. Ce texte propose une troisième voie, une lecture psychophysiologique du trauma et du TDAH qui n'oppose plus les disciplines, mais les relie. Une lecture où le corps n'est plus l'oublié de la clinique moderne, mais le territoire où s'inscrivent et parfois se fabriquent les peurs archaïques, les sensations d'insécurité et les déviations de trajectoire du développement.
Cette vision s'inscrit dans une lignée Henri Laborit qui montrait comment l'organisme pris au piège cherche une issue physiologique avant même une issue psychologique. Stanley Kellerman qui décrivait l'anatomie émotionnelle comme une architecture vivante de tension, de pression et d'élan. Boris Cyrulnik qui rappelait que la résilience dépend autant du tissage social que du socle biologique. Bessel van der Kolk, pour qui le corps n'oublie rien. Et pourtant, la physiologie, elle n'est pas qu'un lieu où s'impriment les traces du passé. Elle peut être en elle-même une source de danger interne, danger minuscule, mais répété, capable de façonner l'expérience, les émotions, la mémoire, le sommeil et l'attention. Trauma externe vs trauma interne, une distinction nécessaire. Dans la clinique du traumatisme, le danger est presque toujours pensé comme extérieur. Une séparation brutale, une négligence, une violence, une hospitalisation, un parent instable, un imprévu vécu comme menaçant. Ce sont des réalités indéniables et elles peuvent marquer un enfant durablement. Mais il existe une autre catégorie de dangers plus discrets, souvent même invisibles, des dangers internes, produits par l'immaturité du corps lui-même. Un nourrisson ou un jeune enfant peut vivre comme traumatiques des expériences qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une respiration difficile, un thorax trop rigide, un diaphragme encore faible, un manque de coordination entre les muscles du cou, de la langue et du pharynx, des micro-réveils nocturnes répétés liés à une ventilation instable, sarvasse. Ce ne sont pas des événements, ce sont des conditions. Lorsque la physiologie peine à maintenir la sécurité interne, respirer, dormir, se tenir, percevoir, se calmer, l'organisme reçoit des signaux de danger récurrents. L'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive, mais son système nerveux, lui, enregistre des expériences d'alerte, de tension, d'effort, d'étouffement ou d'incomplétude. Ainsi, deux trajectoires différentes conduisent à des manifestations cliniques très proches. Trauma externe, mémoire affective blessée, hypervigilance face au monde. Trauma interne, sentiment d'insécurité physiologique, vigilance face au corps qui vacille. Et parfois, les deux se superposent. Un enfant vivant, déjà dans son corps instable, est plus vulnérable au choc du monde extérieur. Comme l'a montré Boris Cyrulnik, la résilience dépend du socle biologique pré-traumatique. Cette distinction change tout. Dans un cas, l'enfant fuit un danger passé, dans l'autre, il fuit un danger présent, celui que lui envoie son propre développement physiologique. Encadré 1. Pourquoi les disciplines ne se comprennent plus? La clinique de l'enfant est aujourd'hui traversée par un malentendu profond. Psychologue du trauma, neuropsychologue, pédiatre, neurologue, psychomotricien, ostéopathe, neuropraticien en neurofeedback isolé, chacun observe une part de la réalité, mais aucun n'observe la totalité. 3 raisons expliquent cette divergence. 1. Deux manières radicalement différentes de définir l'origine du trouble. Le psychologue du trauma cherche une cause dans l'histoire affective, séparation, négligence, insécurité, violence, imprévu, attachement blessé.
Le neuropsychologue cherche une cause dans le neurodéveloppement, génétique, hérédité, TND, maturation cérébrale atypique. Le psychophysiologiste, lui, regarde les fondations corporelles, tonus, coordination motrice, respiration, sommeil, rythme corporel et cérébraux. Chacun travaille depuis une théorie de l'origine, affective, cérébrale ou physiologique, ce qui modifie tout le reste, la lecture des symptômes, les tests utilisés, les priorités thérapeutiques. Numéro 2, des langages qui ne parlent pas de la même réalité. Les disciplines ne sont pas construites avec des lexiques différents. Le psychologue parle d'hypervigilance, de dissociation, d'attachement insécure. Le neuropsychologue parle d'inattention, d'impulsivité, de dysfonctionnement exécutif. Le psychophysiologiste parle d'instabilité tonique, d'immaturité ventilatoire, de fragmentation du sommeil, de désynchronisation des rythmes lents. Les mots ne désignent pas les mêmes choses. Un même enfant peut être décrit comme dissocié, rêveur à l'école, SCT par le neuropsychologue, sous-ventilé en RME par un physiologiste, alors qu'il s'agit parfois du même phénomène. Numéro 3. Une confusion entre réaction émotionnelle et réaction physiologique. C'est le cœur du problème. Beaucoup interprètent comme psychique ce qui est en réalité une réaction du corps à son propre déséquilibre. Un enfant qui sursaute, on va dire qu'il y a de l'hypervigilance ou hypoxie nocturne. Un enfant qui s'agite, anxiété ou respiration haute constante. Un enfant qui s'oppose, trouble du comportement ou recherche d'un espace où il peut enfin relâcher son tonus. Un enfant qui s'épuise dans la rêverie, dissociation ou ventilation instable en sommeil, RME, plus SCT, qui veut dire sluggish temporo-cognitive physiologique. Faute d'un pont entre les disciplines, chacun lit la surface du comportement à travers son propre paradigme et non à travers la biologie profonde de l'enfant. Conclusion de l'encadré. Les disciplines ne se comprennent plus parce qu'elles ne parlent pas de la même chose, ne mesurent pas les mêmes phénomènes, n'emploient pas les mêmes mots et ne décrivent pas les mêmes niveaux d'analyse. Ce texte propose justement un changement de paradigme, relier psy, neuro et physiologie autour d'un même noyau d'observation, les rythmes du vivant. Peur archaïque, peur du jour, peur de la nuit. Les peurs des jeunes enfants ne tombent pas du ciel. Elles naissent là où le corps vacille. Lorsque l'architecture tonico-ventilatoire est fragile, l'enfant rencontre le monde, le jour comme la nuit, avec un sentiment d'insécurité interne. Cette insécurité n'est pas un concept psychologique, c'est une sensation. Elle vient du corps, elle vient du souffle. La peur du noir comme signal d'alerte physiologique. Un enfant qui respire mal durant la nuit ne dort jamais vraiment en paix. À chaque micro-effort ventilatoire, son organisme touche la lisière du réveil comme si un danger approchait. Les micro-éveils liés au sarvasse ou à l'immaturité des muscles du pharynx et du diaphragme créent des moments étranges où le cerveau flotte entre sommeil et vigilance. Il ne rêve plus, il n'est pas éveillé, il n'est pas en danger, mais il reçoit un message d'urgence venu du corps. Ces éclairs d'alerte physiologique deviennent, au fil du temps, des peurs archaïques. L'enfant ne s'en souvient pas consciemment, mais au réveil, il ne veut pas être seul. Il ne veut pas être dans le noir. Il a peur de s'endormir. Il vient se réfugier dans le lit de ses parents. Les parents pensent à une angoisse de séparation. La psychologie y voit parfois les traces d'un trauma,
Mais souvent, c'est le corps qui a tremblé, non l'histoire. La peur du jour comme lutte pour l'équilibre. Le jour, la même physiologie s'exprime autrement. Un thorax immature, un diaphragme faible, une ventilation haute constante impose au corps une tension permanente, muscles du cou, de la mâchoire, du dos, des épaules. Tous sursollicités pour garder l'équilibre et assurer la respiration. Un enfant qui lutte pour respirer n'a pas toute sa disponibilité pour explorer le monde. Le danger ne vient plus du noir, il vient de l'intérieur. Il se joue dans chaque inspiration. Cette tension interne donne lieu à des comportements qui ressemblent à de l'hypervigilance, de l'agitation, de l'opposition ou de l'impulsivité. Mais ces comportements ne sont pas psychologiques, ils sont stratégiques. Ils permettent au corps de rester debout, éveillé, stabilisé. Le jour et la nuit racontent la même histoire. Le sommeil fragmenté raconte une lutte. Le corps tendu raconte une autre lutte. Mais c'est la même lutte, celle d'un organisme qui ne peut pas encore se fier à lui-même, d'un corps qui n'a pas trouvé la stabilité interne suffisante pour apaiser son propre système d'éveil. Encadré. Quand le monstre raconte le corps. La psychologie du développement explique depuis longtemps que les monstres, loups, sorcières et ogres servent à canaliser les peurs archaïques de l'enfant. Entre 18 mois et 3 ans, dit-on, l'enfant externalise ainsi ses angoisses, peur de l'abandon, du noir, de la séparation, de l'inconnu. Dans cette lecture, le monstre est une métaphore psychique. Il permet de déplacer l'angoisse vers une figure identifiable, de lutter contre elle, de la dompter et de retrouver une forme de maîtrise symbolique. Cette perspective n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Car ce que l'enfant projette sur le monstre n'est pas seulement une peur psychique, c'est une sensation corporelle. Un enfant qui respire mal la nuit, qui s'éveille en sursaut, qui lutte contre une hypotonie pharyngée, qui traverse des micro-éveils suffocants, qui vit son corps comme instable ou menaçant, ne projette pas sa peur de l'extérieur. Il projette la mémoire trouble de ses sensations internes. Ce monstre n'est pas que l'ombre du psychisme, il est l'ombre du corps. La clinique le montre clairement. Les enfants ayant un sommeil perturbé par une ventilation instable sont ceux qui ont le plus peur du noir, refusent de dormir seuls, se réfugient dans le lit parental, demandent une veilleuse, évoquent des monstres ou des bêtes près du lit. Ces images fantastiques ne cachent pas simplement des conflits psychiques, elles donnent une forme narrative aux signaux d'alerte envoyés par un organisme qui, la nuit, peine à maintenir sa sécurité interne. Le monstre est alors un passeur. Il transforme une sensation physiologique inexpliquée en image compréhensible. Le corps tremble, l'enfant voit un loup. Le souffle se bloque, il imagine un géant qui l'écrase. Le pharynx se ferme, il rêve d'être poursuivi. Interpréter uniquement ces images à travers une grille psychanalytique, c'est risquer de passer à côté du message principal. Le corps parle, mais il n'a pas encore les mots. Comprendre cela permet d'éviter une erreur majeure. Psychologiser une peur qui, en réalité, provient d'une physiologie immature. Et lorsque la physiologie se stabilise, souffle, tonus, sommeil, les monstres s'effacent d'eux-mêmes comme des mirages qui n'ont plus d'utilité. Le monstre, c'est l'enfant qui explique, avec les moyens de son âge, ce que son corps n'arrive pas encore à tenir. En 4,
L'éthologie du danger, ce que le corps des enfants nous dit. La psychologie observe le comportement, la neuropsychologie observe la cognition, mais seul le prisme de l'éthologie permet de comprendre pourquoi un enfant réagit ainsi à son environnement. L'éthologie rappelle une vérité simple. Le comportement n'est jamais un caprice, ni un défaut moral, ni un trouble du caractère. Le comportement est une stratégie de survie. 1. Le mammifère qui se prépare à fuir ou à combattre. Chez tous les mammifères, le danger active la même séquence. Tension des muscles de la mâchoire, raidissement du cou, arc du dos, extension des membres, accélération du rythme ventilatoire, pupille grande ouverte. Le corps se prépare à bondir, à résister, à se défendre ou à s'immobiliser pour ne pas être vu. Ces programmes sont préhumains, ils appartiennent aux vivants, pas au psychisme. 2. Quand le danger est interne, le corps réagit comme si le danger était externe. Un enfant dont le diaphragme est faible, dont la ventilation est haute, dont les muscles du cou travaillent en sur-régime pour respirer, active ce même programme sans s'en rendre compte. Le corps tremble comme s'il avait un prédateur, il se raidit comme s'il fallait se protéger, il s'agite comme s'il fallait s'échapper, il se fige comme s'il fallait disparaître. Ce que l'on appelle agitation, opposition, impulsivité, hypervigilance, fuite ne sont pas des problèmes psychologiques, ce sont des stratégies de maintien de la sécurité interne. Le danger est intérieur, mais l'expression est extérieure. 3. L'immobilisation est la stratégie la plus méconnue. Un enfant rêveur, absent, dans la lune, déconnecté, ne se présente pas une dissociation psychique au sens traumatique strict. Il présente une réponse d'immobilisation, le troisième volet du triptyque éthologique, fuite, combat, immobilisation. Les psychologues y voient une dissociation légère, les neuropsychologues y voient du SCT, mais l'éthologie y voit un mammifère qui économise son énergie lorsque son métabolisme interne est trop sollicité. Ce ralentissement est une stratégie, pas un symptôme. 4. L'enfant ne choisit pas, il s'adapte. L'enfant qui crie, celui qui fuit, celui qui se débat, celui qui se fige, celui qui rêve, n'a pas de problème moral, ni intention de s'opposer. Il fait ce que l'organisme sait faire depuis des millions d'années, il s'adapte. Il adapte son comportement à ce que son corps peut tenir. Et si son corps peine à respirer, à dormir, à ventiler, à réguler son tonus, alors le monde lui-même devient imprévisible. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce que l'organisme n'est pas en sécurité interne. L'éthologie nous apprend que le danger n'a pas besoin d'être réel pour conduire une réponse réelle. Il suffit que le corps le ressente. Henri Laborit disait « Je suis effrayé par les automatismes qu'il est possible de créer à son insu dans le système nerveux d'un enfant. Il lui faudra, dans sa vie d'adulte, une chance exceptionnelle pour s'évader de cette prison s'il y parvient jamais. » 4. Le STV, métronome du vivant et architecte invisible de la sécurité interne. Le système tonico-ventilatoire n'est pas un concept supplémentaire dans la clinique. C'est le socle silencieux sous chaque émotion, chaque perception, chaque geste, chaque nuit de sommeil. Il est le métronome de la vie en développement, celui qui cadence les rythmes internes, stabilise l'éveil, sécurise le sommeil, soutient l'attention et apaise le corps.
Lorsque le STV est immature, respiration haute, diaphragme faible, thorax étroit, muscles du pharynx instables, oscillation posturale désorganisée, l'enfant ne dispose pas d'une base de sécurité interne suffisante. Ce déficit n'est ni psychologique, ni cognitif. Il est physiologique. Et c'est justement cette fragilité physiologique qui produit ce que l'on nomme peur archaïque. 1. Les rythmes lents, le langage discret du vivant. Bien avant le langage verbal, un enfant parle avec ses rythmes internes. La lente oscillation posturale, pendule corporelle, 0,02 Hz. La respiration nasale, régulière ou chaotique. La variabilité cardiaque, souple ou contractée. La synchronisation souffle-cœur-équilibre. Le SMR qui stabilise l'éveil cortical. Ces rythmes ne sont pas des détails. Ils sont le socle de la régulation. Quand ils s'effondrent, l'enfant ressent le monde comme instable, pas mentalement, mais physiquement. Si les rythmes internes ne performent pas, le cerveau se met en mode vigilance économique, comme dans le brain fog du COVID long ou le SCT, un ralentissement cognitif porté avant tout par la physiologie. 2. Les micro-éveils, la frontière trouble entre corps et conscience. Un enfant en sarvasse, en ventilation haute ou en hypotonie pharyngée traverse la nuit comme un territoire miné. Micro-réveil, sursaut, apnée partielle, respiration inefficace. Chacun de ces événements crée une oscillation anxiogène entre dormir, s'éveiller, lutter pour respirer. Ce n'est pas la pensée qui a peur, c'est le souffle qui menace. Et ce souffle incertain envoie au cerveau des signaux d'alerte archaïques que l'enfant n'a aucun moyen d'interpréter autrement que par des images. Monstres, ténèbres, bruit, présence. Encadré. Peur archaïque, réflexe archaïque. Les peurs archaïques sont souvent confondues avec les réflexes archaïques. Ces deux réalités n'ont pourtant rien en commun. Les peurs archaïques naissent de l'intérieur. Micro-éveil, hypotonie du STV, ventilation instable, sensation d'étouffement nocturne, immaturité tonico-posturale. Elles sont émotionnelles parce qu'elles sont physiologiques. Elles apparaissent lorsque le corps n'offre pas encore au cerveau les conditions de sécurité interne nécessaires au sommeil et à l'éveil. Les réflexes archaïques, eux, ne sont pas des troubles. Ils sont des signaux maturatifs, témoins du degré d'organisation du système tonique et de la motricité volontaire. Le problème n'est pas qu'ils ne soient pas intégrés, mais que la régulation générale du STV ne soit pas encore suffisamment stable. Autrement dit, les peurs archaïques révèlent une insécurité interne, les réflexes archaïques reflètent une maturation en cours. Les confondre, c'est risquer de psychologiser des phénomènes qui relèvent d'un déséquilibre tonico-ventilatoire ou de pathologiser des réflexes qui ne demandent qu'une seule chose, la stabilité des rythmes du vivant pour s'éteindre d'eux-mêmes. Le STV, chef d'orchestre des rythmes cérébraux. Troisième point. Lorsque le souffle se stabilise, que la cage thoracique s'ouvre, que le diaphragme reprend son rôle, que les muscles du pharynx cessent de lutter, le cerveau sort de la vigilance archaïque. C'est ici que le SMR, 12 à 15 Hz, retrouve sa place naturelle, un rythme de calme éveillé, de vigilance apaisée, de disponibilité cognitive.
Le SMR n'est pas un rythme mental, c'est le reflet d'un corps en sécurité, d'un diaphragme fonctionnel et d'un sommeil non fragmenté. Sans le STV stable, pas de SMR stable. Sans SMR stable, pas de cognition stable. Et sans cette trinité, l'enfant vit le monde comme un territoire imprévisible. En 4. Le STV comme lieu où se fabrique la sécurité. La sécurité ne vient pas de la relation seule, ni du psychisme seul, ni du cerveau seul, mais du rythme. Lorsque souffle, cœur, posture et vigilance vibrent ensemble, le monde cesse d'être menaçant. Non parce qu'il a changé, mais parce que le corps peut enfin le porter. Le STV est la matrice silencieuse qui permet de dormir sans peur, de se réveiller sans fatigue, d'explorer sans se protéger, d'apprendre sans vigilance économique, d'être présent sans lutter. C'est le fondement même de la sécurité interne. Encadré. Brain fog et SCT, deux expressions d'un même mécanisme physiologique. Depuis la pandémie du COVID long, la clinique du brain fog a mis en lumière un phénomène méconnu, un ralentissement cognitif massif, non psychologique, lié à une physiologie affaiblie. Les patients décrivent la même constellation de signes: difficulté à maintenir l'attention, lenteur mentale, sensation d'être dans du coton, flottement, désorientation légère, fatigue cognitive disproportionnée. Aucune interprétation psychologique ne suffit à expliquer ces manifestations, car leur source est corporelle. Inflammation, dérégulation de la respiration, fragmentation du sommeil paradoxal, instabilité des rythmes autonomes, désynchronisation de l'éveil cortical. Or, cette clinique n'est pas sans écho avec un autre concept, longtemps placé du côté de la psychologie de l'enfant, le slugging cognitive tempo, traditionnellement interprété comme un style cognitif, une forme de dissociation légère ou une variante du TDAH. Le SCT pourrait, dans de nombreux cas, être l'expression développementale et chronique du même mécanisme que le brain fog. Un cortex ralenti parce que le corps fonctionne en sous-régime physiologique. Chez l'enfant, ce sous-régime n'est pas inflammatoire comme le COVID long, il est tonico-ventilatoire. Hypotonie du diaphragme, respiration haute permanente, synergie linguale et pharyngée instable, micro-éveil nocturne de Sarvas, dette chronique du sommeil paradoxal, absence de stabilisation du SMR. La lenteur cognitive, la rêverie excessive, la déconnexion ou la somnolence diurne ne signent alors ni un trouble psychique, ni une immaturité cérébrale isolée. Elles signent un cerveau fatigué, ventilé de manière inefficace, soutenu par un organisme dont les rythmes lents n'ont pas encore trouvé leur stabilité. Ainsi, le brain fog et le SCT peuvent être compris comme deux expressions d'un même mécanisme physiologique, l'un aigu, l'autre développemental, l'un post-infectieux, l'autre tonico-ventilatoire, mais tous deux éclairent une vérité négligée. La cognition est une fonction du corps autant que du cerveau. 6. De la survie à la sécurité, comment le corps apprend à se réguler. L'enfant ne choisit pas ses peurs ni ses stratégies. Il n'est pas responsable de ses micro-éveils, de son souffle court, de sa tension posturale, de son agitation, de sa rêverie ou de ses colères. C'est son corps qui choisit pour lui, à partir de ce qu'il peut tenir. Mais cette réalité n'est pas une fatalité. Le corps peut apprendre, le système nerveux peut se réorganiser, les rythmes du vivant peuvent retrouver leur cohérence. La physiologie ne fige pas, elle plastifie. 1. Les voies de l'apprentissage noétique et
anoétique. Le jeune enfant, comme l'animal, apprend d'abord par anoèse, par le corps, le geste, la posture, le souffle, les sensations internes. Il intègre ce qui l'apaise, ce qui stabilise, ce qui soutient, bien avant de comprendre. Il apprend par résonance, non par concept. Puis vient la voie noétique propre à l'humain. L'apprentissage volontaire, l'autorégulation consciente, la capacité d'observer ce qui se passe en soi. La neurothérapie intégrative s'appuie sur ces deux voies, le corps qui apprend sans mots et le corps qui apprend avec les mots. 2. Quand le STV se stabilise, tout change. Lorsque le diaphragme reprend son rôle, la respiration se nasalise, les muscles du pharynx cessent de lutter, la posture se réorganise autour d'une base tonique stable. Les oscillations posturales retrouvent leur lenteur naturelle. Le cerveau reçoit un message simple. Tu es en sécurité. Ce message n'est pas cognitif, il est sensoriel, proprioceptif, interoceptif, respiratoire. Il monte du corps vers le cerveau et non l'inverse. Et la conséquence est toujours la même. L'enfant s'apaise, il se pose, il n'a plus besoin de fuir, combattre ou s'immobiliser. 3. Le rôle pivot du SMR, un calme qui s'apprend. Quand le STV se synchronise, le rythme SMR, 12-15 Hz, s'élève. Ce rythme n'est ni mental, ni cognitif. Il est l'expression d'un état physiologique très particulier. Calme plus vigilance, stabilité plus disponibilité, tonus juste plus respiration juste. C'est l'état dans lequel la vie peut s'organiser sans se défendre. Les recherches Stersman, Gruselier, Chen montrent que le SMR est l'un des rares rythmes cérébraux dont l'augmentation volontaire entraîne un sommeil plus profond, une réduction des micro-réveils, un meilleur contrôle du tonus, une diminution de l'impulsivité, une augmentation de l'attention stable. Pourquoi? Parce que le SMR est un reflet du STV stabilisé. On ne construit pas le SMR comme la physiologie, on l'obtient avec elle. 4. Le corps peut réécrire le passé. Certaines approches centrées exclusivement sur le trauma cherchent à retraverser l'événement. Elle aide beaucoup de personnes, mais elle oublie parfois ceci. Un enfant ou un adulte peut être libéré d'un passé traumatique, non pas en le rejouant, mais en reconstruisant la sécurité interne qui lui manquait au moment du trauma. La résilience n'est pas une affaire de volonté, elle est une affaire de rythme, de tonus, de respiration, de sommeil, de vigilance apaisée. Comme le dit Boris Cyrulnik, on ne se reconstruit pas avec la mémoire, on se reconstruit avec les liens. Cela va plus loin. On se reconstruit aussi avec les liens internes, le souffle, l'équilibre, la posture, la nuit réparée, la lenteur retrouvée. 5. La psychophysiologie comme lieu de jonction. Lorsque l'enfant retrouve la stabilité interne, l'espace psychique s'ouvre. La thérapie, EMDR, TCC, Gestalt, thérapie d'attachement, devient plus accessible, plus incarnée, plus efficace. La psychophysiologie n'est pas une alternative à la psychothérapie. C'est ce qui permet à la psychothérapie d'atterrir dans un corps capable de le porter. Elle apporte une compréhension fondamentale. On ne guérit pas le trauma seulement en parlant du passé. On le guérit en redonnant au présent sa stabilité. La sécurité interne n'efface pas la mémoire. Elle en change la texture. 7. Rythme du vivant et trajectoire de développement quand la vie reprend le dessus. Un enfant qui lutte pour respirer, dormir, se tenir ou se calmer n'est pas en difficulté, il est en adaptation. Son organisme fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et cette vérité change profondément notre manière de le comprendre. Ce qui dévie la trajectoire n'est pas seulement le trauma, ni la génétique, ni l'environnement,
Ce qui dévie la trajectoire, très souvent, c'est l'incapacité du corps à offrir un socle rythmique stable sur lequel le cerveau pourrait s'appuyer. Les rythmes du vivant, souffle, battement, oscillation posturale, micro-variations tonico-émotionnelles, sont les fondations invisibles du développement. Lorsque ces rythmes s'effondrent, tout vacille. 1. Une trajectoire n'est pas figée. Les recherches en neurodéveloppement, en épigénétique et en psychophysiologie convergent. La trajectoire d'un enfant n'est jamais une ligne droite. C'est une spirale vivante, sensible au contexte de sécurité interne et externe. Un enfant peut se détourner de sa trajectoire optimale pour des raisons physiologiques, immaturité ventilatoire, hypotonie du STV, dette de sommeil paradoxale, psychologique trauma, attachement insécure ou environnemental, désorganisation familiale, stress parental. Mais il peut aussi y revenir dès lors que le socle physiologique se réorganise. Les rythmes lents, comme grille de lecture des déviations de trajectoire, ont deux. Dans la clinique du neurodéveloppement, tout s'accélère. Les diagnostics tombent vite. Les catégories s'empilent. Les sigles se multiplient. TDAH, TOP, SCT, TSA, 10, etc., etc. Mais si l'on regarde l'enfant avec une grille physiologique, est-ce que son souffle est stable? Est-ce que ses oscillations posturales sont lentes ou chaotiques? Est-ce qu'il ventile par le nez ou par la bouche? Est-ce que son pharynx tient la nuit? Est-ce que son sommeil est continu ou fragmenté? Est-ce que le SMR peut émerger? Alors la question change. On ne demande plus quel est son trouble. On demande où son rythme s'effondre-t-il? Et ces simples questions réorientent toute la clinique. 3. Quand les rythmes se réparent, la trajectoire se répare. La grande leçon des neurosciences contemporaines, Valentin, Similowski, Zelano, Berthoz, Thiriou, est claire. Quand les rythmes du vivant retrouvent leur cohérence, le cerveau change de mode de fonctionnement. L'enfant ne lutte plus, il explore. Il n'absorbe plus, il participe. Il ne s'oppose plus, il s'ajuste. Il ne s'effondre plus, il réémerge. Il ne se dissocie plus, il se relie. Le monde n'a pas changé. C'est le rapport du corps au monde qui s'est transformé. 4. Le rôle du parent, du thérapeute, de l'environnement. Un enfant ne se réorganise jamais seul. Son corps peut apprendre, mais il a besoin d'un cadre rythmique offert par l'adulte. Un parent disponible qui régule sa propre respiration, un sommeil soutenu par des routines stables, une relation qui apaise le système nerveux autonome, un environnement non chaotique, des thérapeutes qui stabilisent le STV, la ventilation, la posture, les émotions et les cognitions. Avec ce cadre, même un enfant ayant vécu des traumas sévères peut retrouver une trajectoire de développement plus douce. Il ne s'agit pas de réparer l'enfant, mais de lui redonner les conditions internes qui manquaient au moment où il s'est construit. 5. Ce que la trajectoire nous dit du trauma. Le trauma, dans cette perspective, n'est pas seulement un événement du passé. C'est une trace rythmique laissée dans le corps, une trace qui peut être réécrite. Tout ce qui stabilise les rythmes du vivant, respiration, tonus, sommeil, posture, SMR, change la manière dont l'enfant se souvient, se projette et se sent en vie. Le trauma cesse d'être un point fixe dans l'histoire pour devenir un événement modulable dans l'expérience. La trajectoire reprend sa courbe, la vie reprend sa possibilité. En 8, les rythmes lents, architecture invisible de la stabilité humaine. Le vivant ne se régule pas au hasard. Il suit des cadences, des oscillations, des lenteurs organisées qui forment une sorte de grille d'accordage interne. Lorsqu'un enfant grandit dans son corps stable, ses rythmes s'emboîtent harmonieusement.
Les oscillations posturales du bassin, la respiration lente qui module le tronc cérébral, la variabilité cardiaque qui ajuste l'humeur, les rythmes thalamo-corticaux, alpha SMR, qui soutiennent l'attention. Ces rythmes dialoguent continuellement les uns avec les autres. Ils forment un système dynamique non linéaire, c'est-à-dire un système où chaque oscillation influence les autres. Comme une chorégraphie subtile, si l'un trébuche, l'ensemble perd son tempo. Et au centre de cette chorégraphie, il y a le STV, véritable pivot fréquentiel. 1. Quand le vivant suit la loi, l'ordre caché derrière l'apparente irrégularité. Les physiologistes connaissent cette propriété fascinante du vivant. Chaque signal cardiaque, respiratoire, postural oscille selon une distribution particulière appelée loi 1F ou bruit rose. Dit autrement, le vivant n'est ni régulier comme une horloge, ni chaotique comme du bruit blanc. Il se situe entre les deux, dans un juste milieu adaptatif. Vulgarisé simplement, un organisme en santé, c'est un organisme dont les rythmes varient, juste ce qu'il faut, pas trop peu. Lorsque la variabilité disparaît, trop rigide, le système s'effondre. Lorsque la variabilité explose, trop chaotique, le système se dérégule. Entre ces deux extrêmes, le vivant danse dans ce que les chercheurs appellent une zone critique. C'est là que l'adaptation est maximale, l'apprentissage est optimal, la perception est fine, la stabilité est dynamique et le STV est l'un des gardiens de cette zone. 2. La continuité des rythmes, du blanc au respiratoire, puis au SMR. Les sciences des systèmes montrent que l'on peut classer les rythmes internes selon leur fréquence comme couchés sur un spectre continu. Le bruit blanc, activé trop rapide et non organisé, stress aigu, hypervigilance. Les rythmes très lents, 0,02 à 0,1 Hz, oscillation posturale, fluide corporel, mouvement respiratoire profond. La respiration, 0,1 à 0,3 Hz, modulation du nerf vague, du tronc cérébral et du locus coeruleus. La variabilité cardiaque, HRV, signature de l'équilibre sympatho-vagal. Les rythmes corticaux alpha SMR, 8 à 15 Hz, calme éveillé, stabilité attentionnelle, seuil d'éveil optimal. Le SMR n'est donc pas au-dessus du corps. Il émerge de la stabilité corporelle, il est le reflet cortical d'un organisme qui a cessé de lutter pour survivre. 3. Quand cette architecture se dérègle, l'enfant perd son tempo. Lorsqu'un nourrisson ou un jeune enfant vit une hypotonie diaphragmatique, des micro-éveils nocturnes, des respirations instables, une hyperactivité posturale pour maintenir la ventilation, une immaturité tonique globale. Alors, chacun de ces rythmes se désaccorde. Le schéma est toujours le même. La ventilation devient instable, l'enfant ne peut plus soutenir ses oscillations lentes. La variabilité disparaît, rigidité diurne, hypervigilance ou dissociation. Les rythmes corticaux s'aplatissent, fatigue cognitive, baisse de l'attention, SCT, irrégularité. Le SMR s'effondre, attention flottante, impulsivité, difficulté à rester dans un calme éveillé. Ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas un trouble du comportement, ce n'est pas un défaut moral, c'est un problème d'architecture rythmique. Restaurer la variabilité, c'est restaurer la possibilité d'être soi. Lorsque l'on intervient sur le diaphragme, sur la langue et le pharynx, sur la chaîne posturale, sur la respiration lente, sur la stabilité du sommeil, sur la variabilité cardiaque et enfin sur les rythmes SMR, alors l'enfant retrouve son tempo interne. Ce tempo n'est pas seulement un apaisement, c'est la base de l'attention, de la mémoire, de la régulation émotionnelle. La variabilité, c'est la liberté. La liberté de ne pas réagir. La liberté de choisir,
la liberté d'apprendre. C'est précisément ici que la psychologie et la physiologie deviennent indissociables. On ne peut pas demander à un enfant dont les rythmes internes sont épuisés de se concentrer, se calmer ou même gérer ses émotions. Il faut d'abord lui rendre son métronome. 9. Vers une clinique intégrative du trauma, l'alliance entre psyché et physiologie. Un enfant n'est jamais seulement un psychisme qui souffre, jamais seulement un corps qui s'effondre, jamais seulement une histoire, jamais seulement une trajectoire neurodéveloppementale. Il est tout cela à la fois. La clinique du trauma s'est longtemps construite autour d'une idée juste mais incomplète, celle que la souffrance psychique résulte d'un choc, d'un effroi, d'un événement. C'est vrai, pour une part, mais ce n'est pas toute l'histoire. L'autre partie, celle dont on ne parle presque jamais, est-ce que la capacité d'encaisser l'événement dépend d'un organisme stable, capable d'intégrer, de moduler, d'amortir? Lorsque cette base physiologique est fragile, le trauma pénètre plus profondément et persiste plus longtemps. Et même lorsque l'événement traumatique est passé, le système tonico-ventilatoire, le sommeil, le tonus postural et les rythmes cérébraux peuvent continuer de se comporter comme si le danger était encore là. C'est ici que les disciplines, depuis 20 ans, ont cessé de parler. D'un côté, les psychologues du trauma, les cliniciens en MDR, les thérapeutes centrés sur l'attachement. De l'autre, les neuropsychologues focalisés sur le DSM-5, les protocoles, les profils attentionnels. Et entre les deux, le corps de l'enfant, souvent ignoré, parfois nié. Pourtant, premier témoin du trauma et premier levier de sa résolution. La neurothérapie intégrative propose une réconciliation. Elle ne remplace rien. Elle relie. 1. Un enfant traumatisé n'a pas seulement des souvenirs blessés, il a une physiologie désaccordée. Les approches psychologiques ont raison. L'enfant traumatisé doit être sécurisé. Il a besoin d'un regard qui contient, d'un langage qui symbolise, d'un cadre stable. Mais ces approches passent parfois à côté d'un point central. Si le corps continue à réagir comme s'il était menacé, la psychothérapie en reste aux portes du système nerveux. Tout thérapeute le sait. Certains enfants s'améliorent brièvement, mais retombent dès que la vie quotidienne redevient exigeante. Pourquoi? Parce que le STV reste instable, parce que la respiration est encore haute, rapide, fragmentée, parce que les micro-éveils nocturnes maintiennent le cerveau en dette de sécurité, parce que les rythmes lents sont désorganisés, parce que le SMR ne parvient pas à s'installer. La psychothérapie améliore alors l'histoire, mais pas le terrain. 2. Un enfant avec un STV immature peut vivre les signaux internes comme des traumas invisibles. Entre la naissance et 7 ans, un enfant peut vivre des hypotonies pharyngées, des apnées légères ou du sarvasse, des micro-éveils répétés, une respiration paradoxale, une instabilité posturale permanente. Ces phénomènes ne génèrent pas des traumas psychiques classiques, mais des traumas physiologiques internes. Le cerveau n'en garde pas un souvenir narratif, il en garde une trace tonique. C'est le corps et non la pensée qui reste en vigilance. Et cette vigilance permanente peut être confondue avec TDAH, TOP, anxiété de séparation, attaque de panique, inhibition scolaire, lenteur cognitive. 3. Le trauma psychique et le trauma physiologique ne s'opposent pas, ils s'additionnent. Un enfant qui vit un événement traumatique, mais qui possède un STV mature, un sommeil stable, un SMR solide et une variabilité cardio-respiratoire fonctionnelle pourra absorber, symboliser et dépasser l'événement plus rapidement. Un enfant fragile sur le plan tonico-ventilatoire, lui,
restera longtemps captif de ce que Van der Kolk appelle le corps qui n'oublie rien. Les deux approches se trompent lorsqu'elles croient pouvoir tout expliquer seules. La psychologie se trompe lorsqu'elle croit que tout vient de l'histoire. La neuropsychologie se trompe lorsqu'elle croit que tout vient du cerveau. Les approches corporelles se trompent lorsqu'elles croient que tout vient du tonus. Le trauma se niche dans les interstices, entre les synthèses, entre les rythmes. 4. Vers une articulation nouvelle des 5 piliers comme systole et diastole du soin. L'enfant ne guérit ni par la seule parole, ni par la seule stimulation, ni par la seule correction posturale. Il avance lorsque les 5 piliers se réaccordent. Tonus, on parle de stabilité posturale, de sécurité physique. Respiration, ancrage ventilatoire. Voie aérienne libre, diaphragme efficient. Sommeil, effacement des micro-éveils, restauration nocturne. Cognition, SMR, attention soutenue, traitement efficace des informations. Émotion, variabilité cardiaque, expressivité régulée, disponibilité affective. Quand ces piliers se réalignent, le trauma perd son carburant. Alors, la psychothérapie devient plus efficace, le neurofeedback plus durable, le travail respiratoire plus profond, l'apprentissage plus naturel. 5. L'avenir, une clinique qui ne choisit plus un camp. Les psychologues du trauma apportent la profondeur symbolique, l'histoire, la sécurité relationnelle. Les psychothérapeutes du STV apportent l'architecture corporelle, la ventilation, le sommeil, les rythmes. Les praticiens du neurofeedback apportent la stabilisation corticale et la plasticité attentionnelle. Les spécialistes du mouvement et de la respiration apportent l'ancrage dynamique. L'alliance entre psyché et physiologie ne relève plus d'une intuition, elle devient une nécessité clinique. Une nouvelle génération de cliniciens est en train d'émerger, des professionnels et professionnels capables de comprendre qu'un enfant qui se régule respire mieux et qu'un enfant qui respire mieux se raconte autrement. Ce n'est pas un nouveau métier, c'est une nouvelle écologie du soin. Une écologie où la psychothérapie ne travaille plus comme la physiologie, où la physiologie ne contredit plus la psychologie, où les trajectoires ne s'expliquent plus seulement d'en haut ou d'en bas, mais d'ensemble. Conclusion générale, réconcilier les mondes pour comprendre l'enfant dans sa totalité. Nous vivons une époque où les disciplines se sont tellement spécialisées qu'elles ont fini par se regarder en chien de faïence. Les psychologues parlent d'attachement, les neuropsychologues parlent de fonctions exécutives, les pédiatres parlent de facteurs périnataux, les somnologues parlent de micro-éveil, les psychothérapeutes parlent de trauma, les thérapeutes corporels parlent de tonus et chacun a raison. Mais chacun a raison sur une seule facette du même enfant. Pendant ce temps-là, l'enfant, lui, vit dans une unité. Il respire, dort, imagine, tremble, lutte, pense et apprend avec le même organisme, le même souffle, la même physiologie. Rien n'est séparé pour lui, tout est lié. Et si les approches thérapeutiques ne tiennent pas compte de cette globalité, elles ne peuvent qu'échouer à saisir ce qu'ils traversent réellement. Ce texte invite à dépasser les querelles de territoire, à relier l'histoire et le corps, la mémoire et la ventilation, le psychisme et les rythmes lents, l'attachement et la stabilité posturale, le trauma et le système tonico-ventilatoire. Il ne s'agit pas d'opposer les disciplines, mais d'en créer une nouvelle. Il s'agit de rappeler une évidence, la régulation est un acte d'ensemble. Un enfant ne peut pas apprendre s'il respire en état d'alerte. Il ne peut pas se calmer si son sommeil le trahit. Il ne peut pas traiter ses émotions si son corps ne lui offre pas un socle stable. Il ne peut pas raconter son histoire si son organisme continue de réagir comme si le danger n'était jamais passé. La neurothérapie intégrative n'est pas une technique, c'est une manière de réconcilier ce que la clinique a séparé. Elle ne prétend pas tout expliquer.
elle montre comment tout interagir. Elle réintroduit le corps là où on l'avait oublié. Et elle redonne à la psyché sa profondeur là où on l'avait réduite à des scores et des critères. L'avenir du soin et celui de la recherche se trouvent dans cette articulation. Dans cette écologie du vivant, où les disciplines ne se posent plus, mais se complètent, où le trauma n'est plus compris comme un choc isolé, mais comme une perturbation d'un système entier, où chaque enfant est abordé non comme une énigme, mais comme un organisme en quête de cohérence. Comprendre un enfant, ce n'est pas choisir un camp. C'est écouter ses rythmes, ses peurs, son souffle et son histoire comme les 4 mouvements d'une même symphonie. Et si nous apprenons à entendre cette symphonie, alors peut-être que pour la première fois, nous pourrons vraiment l'aider à retrouver son propre tempo, celui qui lui permet de penser, d'aimer, de rêver et d'avancer dans la vie avec un corps apaisé et un esprit libre. Conclusion finale. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Pensez pour les professionnels de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement et pour toutes les personnes en reconversion qui souhaitent mieux comprendre le lien entre trauma, physiologie et développement. Si cet épisode vous a parlé, si vous avez trouvé des pistes pour vos patients, vos élèves, vos clients ou pour vous-même, je vous invite à le partager à vos collègues, à votre équipe ou à vos équipes, à vos proches. Plus nous serons nombreux à relier le psychique et le corps, plus l'accompagnement des enfants et des adultes qu'ils deviennent pourra évoluer en profondeur. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez bien sûr les notifications. C'est ce qui nous aide le plus à faire vivre ce contenu et à le rendre accessible au plus grand nombre. Si vous souhaitez bien entendu aller plus loin, découvrir nos programmes de formation, que ce soit en biofeedback, neurofeedback ou en neurothérapie intégrative, ou simplement poser vos questions, vous pouvez prendre contact avec nous. Nous serons bien entendu heureux de répondre à toutes vos questions et le lien est juste en premier dans la description. Alors, ici Guylaine, au nom de toute l'équipe de l'Institut Neurosciences, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous, de votre corps, de vos rythmes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.